Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez déjà entendu maintes et maintes fois, notre siècle est en proie à une problématique environnementale majeure, celle d'un réchauffement climatique global pouvant conduire à divers problèmes tels qu'une montée globale des eaux des océans, la disparition d'espèces animales et végétales, des migrations massives de populations humaines et j'en passe. Les causes ont déjà été mises en lumière, l'activité humaine et le productivisme extrême qui en découle ne collent pas avec l'idée d'une société durable respectant cet environnement. Mais pour quelles raisons produisons-nous autant? Quelles raisons peuvent expliquer cette suractivité? Je vous propose dès lors de nous intéresser au lien étroit entre environnement et modèle économique, ainsi qu'une piste de réflexion sur la monnaie locale complémentaire. Mon plan s'articulera autour de deux axes majeurs, un sur la compréhension du trafic monétaire au sein de notre économie mondialisée, pour laquelle nous en ressortirons ses caractéristiques, le fonctionnement, la création de richesses, ainsi que le lien étroit entre croissance économique et rejet de gaz à effet de serre, et une deuxième proposant une piste de réflexion autour d'un modèle économique valorisant les économies locales et solidaires à travers une monnaie. Nous en dépeindrons alors son fonctionnement, sa philosophie et ses limites. En découpant mon plan de la sorte, j'espère réussir à vous faire comprendre le contraste entre économie mondialisée et locale. Nous avons ici deux entités, l'un appelé ménage, regroupant travailleurs et actionnaires, et l'autre entreprise, regroupant tout type d'entreprise, de la PME familiale à la multinationale, ainsi que les banques. Les ménages consomment des biens et des services, et les entreprises versent des revenus à ces ménages sous forme de salaires, de dividendes, etc. Lorsqu'elle paye l'entièreté de ses charges, l'entreprise peut alors tirer un bénéfice de son activité, qu'elle peut verser sous forme de dividendes à ses actionnaires, qui sont des ménages. Ainsi, toute dépense des uns font le revenu des autres. Or, dans notre pays, l'État a pour rôle de réguler un peu cela. Il taxe entreprises et ménages, et réinjecte l'argent sous forme de revenus, pour payer ses fonctionnaires, les retraites, ou encore des aides sociales, ou sous forme de biens et de services à la consommation, comme des infrastructures publiques. Ces trois acteurs ne consomment bien évidemment pas l'entièreté de leurs revenus. On parle alors d'épargne. Ce phénomène bloque alors une partie de l'argent de notre économie. Le travail des banques est donc de récupérer cet argent non utilisé afin de théoriquement la réinjecter dans l'économie sous forme de prêts à la consommation immobilier ou autre. On dit alors qu'elles émettent de la dette. Si de gros acteurs comme l'État ou de grosses entreprises ne sont pas satisfaites des taux d'intérêt proposés par ces banques de détail, il est alors possible pour elles de passer par des fonds d'investissement, des entreprises publiques et privées récupérant une partie de l'épargne afin de l'investir sur les marchés financiers. Les importations et exportations donnent la balance commerciale. Si nous exportons plus que nous n'importons, nous importons, entre guillemets, de l'argent dans notre économie et vice-versa. Intéressons-nous désormais au possible lien entre croissance économique et rejet de gaz à effet de serre. À gauche, l'évolution des rejets de gaz à effet de serre de 1970 à 2012. Comme nous pouvons le voir, les rejets ont doublé en presque 40 ans, passant alors de 14 800 000 kilotonnes de gaz à effet de serre, équivalent CO2, à presque 35 470 000 kilotonnes. À droite, le PIB mondial en dollars courants, sur la même période étudiée que celle des rejets de gaz à effet de serre. Comme nous pouvons le voir, celui-ci a septuplé depuis 1970, passant alors de 3 000 milliards de dollars à 75 000 milliards de dollars. Nous pouvons remarquer plusieurs choses. D'une part, il est plus coûteux de créer des richesses en termes de rejet de gaz à effet de serre en 2012 qu'il ne l'était en 1970. Cela pouvant s'expliquer par plusieurs raisons. L'évolution des innovations technologiques et environnementales, des choix politiques de pays se voulant alors plus respectables de l'environnement, ou encore des taxes. Nombreux sont les variables pouvant expliquer l'écart du coût de création de richesses depuis 1970. D'autre part, si nous prêtons attention au graphique sur les rejets de gaz à effet de serre, nous pouvons voir plusieurs ralentissements aux dates de 1980, 2000 et 2008, correspondant alors respectivement à la grande récession de 1980, à l'explosion de la bulle internet des années 2000 et à la crise des subprimes de 2008. Ayant alors toutes trois fortement impacté notre économie, en termes de consommation, mais aussi en termes de production. Le modèle économique tournant autour de l'émission de dette pour créer de la richesse a besoin de croissance pour fonctionner. Je vous propose dès lors de vous vulgariser ce modèle. Monsieur A dépose 5 000 € sur un compte épargnant à un taux de 2% à la banque. La banque lui promet chaque année 2% de la somme déposée sur ce compte. Madame B, quant à elle, a besoin d'un crédit à la consommation de 5 000 €, qu'elle s'engage à rembourser sur 5 ans à un taux de 4%. Une fois passés les 5 ans, Madame B rembourse le prêt et ses intérêts. Les bénéfices de la banque sont la différence entre le taux d'intérêt du débiteur et celui de l'épargnant. Monsieur A, quant à lui, va gagner 2% des 5 000 € qu'il a déposés, et ce, tous les ans. Bien évidemment, tout cela est simplifié. Ce système pouvant alors nous expliquer pourquoi nous produisons autant. Il faut des consommateurs pour ces produits. C'est pour cela que les entreprises mettent les moyens nécessaires en marketing afin d'optimiser la vente de leurs produits. D'un productivisme aveugle découle un consumérisme du même acabit. Nous est-il alors possible de repenser à un modèle économique dans lequel croissance et dynamique territoriale vont de pair avec les logiques environnementales? Je vous propose alors de nous intéresser aux monnaies locales complémentaires, que je vais raccourcir par MLC. Qu'est-ce qu'une MLC et à quoi sert-elle? Une monnaie locale est une monnaie complémentaire de la monnaie officielle, l'euro. Toutes les monnaies locales sont adossées à la monnaie nationale. Une monnaie locale ne peut être utilisée que sur un territoire restreint, comme une ville ou une région.
Elle est mise en place par une association qui en assure la gestion avec l'aide d'un établissement financier. Une assemblée citoyenne vote sur un taux de change, de 1 pour 1 dans le cadre législatif français, et définit les conditions d'utilisation d'une monnaie. Celle-ci a pour objectif de ne pas concurrencer la monnaie nationale. Par exemple, en remplaçant la totalité des échanges en euros par une autre monnaie, mais cherche au contraire à viser la complémentarité. L'une des caractéristiques principales de cette monnaie est son taux d'intérêt négatif. Si vous l'épargnez, celle-ci perd de la valeur. Vous avez alors tout intérêt à l'échanger, et donc par conséquent, de la faire circuler. L'objectif d'une telle monnaie est de redonner de l'importance à une économie locale, écologique et solidaire. Prenons l'exemple d'une économie constituée de 5 acteurs, avec une masse monétaire de 100 au sein de son système. Un acteur 1 va vendre ses biens à un acteur 2, qui va les vendre à un troisième acteur, etc. Prenons l'exemple que chacune des transactions valent 80 unités de MLC et qu'elles aient circulé entre 5 acteurs dans ce système. Le PIB de ce petit espace économique est donc de 400 unités de MLC. Là où une économie mondialisée crée de la valeur à travers l'émission de dettes et la croissance, ce modèle économique prône la circulation monétaire comme vectrice de création de richesse. Emportée par la crise subprime de 2008, la Grèce s'est vue fortement impactée, aussi bien économiquement que socialement, résultant alors d'une perte de confiance dans leur monnaie nationale. Néanmoins, comme toute monnaie, un besoin de convertir des biens en unités de valeur échangeables s'est fait ressentir. Impulsés par ce besoin, les citoyens de la ville de Volos prennent l'initiative de créer en 2012 le thème, une MLC adossée à l'euro, dont chaque participant se voit doté d'un compte, répertoriant la totalité des transactions réalisées, et ce de manière totalement transparente. Cette initiative va réussir à redonner de l'importance aux échanges entre habitants et petits artisans dans un environnement économique fortement fragilisé. D'un point de vue national, les PME helvètes commercent avec deux monnaies, le franc suisse et le franc vire, monnaie locale exclusivement B2B. Lorsque les échanges avec la Suisse se portent bien, celle-ci commerce majoritairement avec ses francs suisses. Dans le cas contraire, elle a recours au franc vire, afin de ne pas perdre sa dynamique. Ainsi, la MLC est utilisée ici à des fins de stabilisateur économique. Pourquoi alors ne pas utiliser la monnaie nationale pour faire la même chose qu'une MLC ? D'un point de vue philosophique, la MLC a pour but de redéfinir la vision que nous souhaitons donner de l'économie. Avec des grandes devises, il vous est possible d'acheter la totalité des produits terrestres et de les voir chez vous dans des délais de plus en plus raccourcis. Utiliser une devise revient à faire un choix sur la façon dont nous voulons voir les choses évoluer. Cherchons-nous à développer un marché mondial de la vente en ligne ou préférons-nous consommer des biens et des services issus de notre économie locale? Veut-on commercer dans des grandes surfaces ou dans des marchés centre-ville? Tant de questions qu'il convient à nous, citoyens, de faire des choix. La seule volonté de redynamiser le tissu économique local ne suffit pas. Lancer une MLC dans un territoire en espérant faire sensiblement changer les choses n'est pas suffisant. Comme le définit le dictionnaire Larousse, une économie désigne un ensemble d'activités d'une collectivité humaine, relatifs à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. Il faut une prise de conscience collective sur la manière dont nous souhaitons commercer. Pour finir, je ne prétends aucunement avoir la solution prête à l'emploi face aux problèmes climatiques et financiers avec un modèle économique révolutionnaire. Je souhaite néanmoins ouvrir les yeux de personnes à la recherche de pistes de réflexion intéressantes à creuser, en particulier pour les plus pessimistes d'entre nous sur les perspectives de notre société future. Je souhaiterais dès lors finir sur une citation de Bernard Litter. Il serait naïf de considérer les monnaies locales complémentaires comme d'une potion magique susceptible de résoudre tous les problèmes présents et à venir. Néanmoins, repenser la monnaie est un élément indispensable à toute réflexion, si elle doit déboucher vers des solutions opérationnelles.